Alors, aujourd'hui, on se plonge dans un petit ouvrage du tout début du XXe siècle qui a une force, je trouve, assez déconcertante. Il s'agit de Out from the Heart de James Allen. C'est une sorte de guide à la fois philosophique et très pratique sur une idée simple en apparence. Notre vie est le reflet direct de nos pensées. Notre mission, c'est de voir comment, pour Allen, la maîtrise de soi peut littéralement sculpter notre existence. Et la prémisse de départ, elle est aussi directe qu'un uppercut. Pour Allen, tout, absolument tout, part de l'intérieur. Il l'écrit noir sur blanc, la formule est implacable, tel qu'est le cœur, telle est la vie. C'est radical. Complètement. L'intérieur devient incessamment l'extérieur. Rien ne peut rester caché. Les pensées, même les plus secrètes, finissent par germer, par fleurir en actes. Et ces actes, ils portent les fruits qui deviennent notre caractère et notre destinée. La question, c'est donc de décortiquer cette mécanique. Comment est-ce que nos pensées façonnent concrètement notre réalité? Et surtout, est-ce que les étapes qu'il propose, est-ce qu'elles sont encore applicables aujourd'hui? C'est une exploration du pouvoir de l'esprit, mais avec un mode d'emploi très précis, quoi. Alors commençons par le cœur de sa thèse, si on peut dire. Ce lien qu'il fait entre le cœur et la vie. Pour lui, c'est catégorique, hein. Ah oui, c'est sans appel. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, prend sa source dans ce qu'il appelle les recoins secrets de notre cœur. La joie, la tristesse, l'espoir, la peur. Pour lui, tout ça, ce ne sont pas des réactions au monde. Non, justement, ce sont des conditions mentales, des conditions que nous créons nous-mêmes. Il faut imaginer ça comme le système d'exploitation de notre cerveau. C'est-à-dire, La joie ou l'anxiété ne sont pas des événements qui nous tombent dessus par hasard. Ce sont des programmes qu'on a laissés tourner en boucle jusqu'à ce qu'ils deviennent notre état par défaut. ce qui introduit une notion de responsabilité. Absolument radical. C'est ça. L'individu devient le gardien de son cœur, la sentinelle de sa propre forteresse. C'est une idée très puissante, mais elle est aussi assez exigeante. Ça voudrait dire qu'on est entièrement responsable de notre propre souffrance. On peut se demander si Allen ne sous-estime pas un peu le poids des circonstances, comme la pauvreté, la maladie. C'est une excellente question et c'est là que sa philosophie est la plus tranchante. Et peut-être la plus controversée, oui. Alors, De son point de vue, ces circonstances sont elles-mêmes le résultat d'états de pensée passés, qu'ils soient individuels ou collectifs. Il ne nie pas qu'elles existent, mais il les voit comme un effet, jamais comme la cause première. Pour lui, la clé, c'est pas de changer le monde extérieur, c'est de garder avec une diligence inlassable la porte de son cœur. En gros, de monter la garde en permanence à l'entrée de son esprit. d'accord. Donc l'esprit n'est pas juste un filtre, c'est l'architecte. C'est ce qu'il développe quand il parle de la nature et la puissance de l'esprit. Il le décrit comme l'arbitre de la vie, capable de créer l'illusion ou de percevoir la réalité. Il y a cette métaphore. Celle du tisserand, oui, elle est très parlante. L'esprit est le tisserand du destin, et la pensée et l'action sont la trame et la chaîne. Exactement. Et ça repose sur une croyance en un libre arbitre, total. L'être humain n'est pas arbitrairement lié à un destin. Il se lie lui-même par ses pensées, par ses habitudes. Mais il peut tout aussi bien se délier quand il le choisit. Et le monde extérieur dans tout ça? Pour Allen, ce n'est que l'ombre et l'effet de l'intérieur. La croissance vient de l'intérieur, la déchéance aussi. Il n'y a pas d'autre source. Bon, si on accepte cette idée que l'esprit est le maître et qu'on a ce pouvoir, la question qui vient tout de suite, c'est concrètement, on commence où? Comment on passe de la théorie à la pratique sans que ça reste juste une belle idée? La réponse d'Allen, elle tient en un mot, les habitudes. Il explique que toute condition mentale, que ce soit le découragement chronique ou un optimisme à toute épreuve, c'est une habitude acquise. Acquise, pas innée? Non, elle a été construite par la répétition inlassable d'un certain type de pensée. On n'est pas naturellement colérique ou calme. On l'est devenu par l'entraînement en fait. C'est un peu comme creuser un sillon dans un champ. Plus on fait passer l'eau au même endroit, plus le sillon se creuse et plus l'eau y retourne naturellement. C'est tout à fait ça. Nos pensées suivent exactement le même chemin. Et c'est là qu'il aborde un point qui est vraiment contre-intuitif. Il cite le Bouddha, qui dit que les mauvaises actions sont faciles à faire et ce qui est bon est très difficile à faire. On a tous cette impression, non? Que c'est plus facile de se laisser aller que de se tenir droit. C'est la pente naturelle, on dirait. Exactement. Sauf que pour Allen, ça, ce n'est qu'une vérité temporaire. C'est lié à notre ignorance et à nos mauvaises habitudes. Et il utilise une analogie que je trouve brillante pour ça. Laquelle? Celle de l'enfant qui apprend à écrire. Au tout début, pour lui,
C'est une torture de bien tenir son stylo, de former les lettres. C'est maladroit, ça demande une concentration énorme. C'est vrai. Ce serait beaucoup plus simple de gribouiller n'importe comment. Bien sûr. Mais avec des semaines et des mois de pratique, la bonne manière devient une seconde nature. Elle devient facile, automatique. À tel point qu'aujourd'hui, si on essayait de tenir notre stylo de la mauvaise manière, comme un enfant, ce serait difficile et inconfortable. La difficulté s'est inversée. Précisément. Et l'implication est vertigineuse. Ça veut dire que la vertu, le calme, l'honnêteté, tout ça peut devenir aussi automatique et facile que l'écriture. Le voleur, dit Allen, a du mal à ne pas voler, car ses pensées sont entraînées dans ce sillon-là. La personne qui a pratiqué l'honnêteté, elle n'a même pas à lutter. L'idée de voler ne lui vient tout simplement pas à l'esprit. Le but, c'est de rendre les bonnes pensées si habituelles qu'elles expulsent les mauvaises. Il n'y a plus de place pour elles, quoi. D'accord. L'objectif est clair. Transformer nos mauvaises habitudes mentales en bonnes jusqu'à ce qu'elles deviennent notre nouvelle nature. Mais avant de nous donner sa liste d'exercices, Allen insiste sur un principe fondamental. Il appelle ça « faire et savoir ». Et ça bouscule pas mal d'idées reçues sur l'apprentissage. Oui, il est très très pragmatique là-dessus. Son mantra, c'est « la pratique précède toujours la connaissance ». Il s'oppose frontalement à l'idée qu'on peut devenir sage juste en lisant des livres, en accumulant des théories. Donc on ne peut pas connaître la vertu. On ne peut que la pratiquer. Pour lui, la véritable connaissance, la sagesse, c'est le fruit de l'action, pas son prérequis. C'est une approche très concrète en effet. Il donne des exemples très simples. Oui, comme celui du prof de maths. Il ne commence pas par un cours sur les principes abstraits de l'arithmétique, il donne une addition à ses élèves et leur dit « faites-la ». C'est en faisant, en se trompant, en recommençant qu'ils finissent par intégrer les principes. Et c'est la même chose pour l'apprenti mécanicien. On ne lui donne pas un traité de physique. On lui met une clé à molette dans la main et on lui montre comment s'en servir. La maîtrise de l'outil, par le geste, vient bien avant la compréhension théorique. L'idée, c'est qu'il faut construire des fondations solides. On doit d'abord maîtriser ce qu'il appelle l'ABC de la bonne conduite, c'est-à-dire la discipline du corps et de la parole, avant de pouvoir espérer comprendre les subtilités profondes de l'esprit. Alors, venons-en à cet ABC. Allen organise sa méthode en 10 premiers pas, divisés en 3 leçons. La toute première leçon, c'est la discipline du corps. Il y a 2 étapes. La première peut paraître presque simpliste. C'est vaincre la paresse. Se lever tôt, faire ses tâches, s'entraîner. Ça peut sembler basique, mais la logique derrière est implacable. Il dit « un corps indolent signifie un esprit indolent ». Si on n'est même pas capable de contrôler son propre corps, comment espérer maîtriser le flot de ses pensées? En commençant par ces actions très concrètes, on cultive des qualités comme la résolution, l'énergie, la ponctualité. C'est la première brique. La deuxième étape de cette leçon, vaincre la gourmandise ou l'auto-indulgence. Il conseille de manger pour vivre et non pour le plaisir. Un régime simple, des heures de repas fixes, c'est assez austère. Oui, mais le but ici n'est pas d'abord un but de santé. Le but, c'est le changement du cœur. Tant qu'on est esclave du plaisir de manger, dit-il, on est glouton dans le cœur. En maîtrisant cet appétit, on apprend à maîtriser un désir puissant. Et on prouve à notre propre esprit que c'est bien nous qui sommes aux commandes. D'accord. Une fois le corps maîtrisé, on passe à la deuxième leçon, la discipline de la parole. Et là, il y a 5 étapes qui sont très révélatrices. Il y a vaincre la médisance, le bavardage inutile, le langage méchant, le langage irrévérencieux et enfin l'esprit de critique. Ce qui est frappant avec ces 5 règles sur la parole, c'est qu'elles visent toutes la même chose, affamer l'ego. Pour Allen, la médisance, le bavardage pour se faire remarquer, la critique systématique, ce sont des manières pour notre ego de se sentir supérieur ou important. C'est sa nourriture. En coupant ces canaux d'expression, On force l'esprit à trouver sa validation ailleurs, à l'intérieur de lui-même. c'est vrai que si on s'interdit de critiquer ou de médire, on est obligé de se demander d'où vient cette impulsion? Qu'est-ce que ça dit de moi? Ça force l'introspection. Exactement. La parole est vue comme le sismographe de l'esprit. Si la langue ne s'agite plus sous l'effet d'impulsions égoïstes, c'est le signe que l'esprit commence à se calmer, à se purifier. On développe la sincérité, le respect et une vraie maîtrise de soi. Et on arrive à la troisième et dernière leçon, la plus profonde, la discipline de l'inclination. Elle touche au motif profond du cœur.
Il y a 3 vertus à pratiquer. La première, l'accomplissement désintéressé du devoir. Voir son travail, ses obligations, non comme un fardeau, mais comme quelque chose de sacré. C'est un changement de perspective radical. Le devoir n'est un fardeau que pour celui qui voudrait être ailleurs, qui cherche un plaisir personnel. En accomplissant son devoir pour le devoir lui-même, on élimine cette friction intérieure, cette plainte constante qui ronge l'esprit. La 9e étape, la rectitude inébranlable. Être droit dans ses bottes, en pensée, en parole et en acte. Pas d'exagération, pas de demi-vérité. Et enfin, la 10e, peut-être la plus difficile. Le pardon illimité. Oui, surmonter le sentiment d'être blessé qui, selon Allen, vient uniquement de notre vanité et de notre égoïsme. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ces 3 vertus avancées, elles sont presque impossibles si les 7 étapes d'avant n'ont pas été pratiquées. Le pardon, par exemple, ne devient possible que lorsqu'on a cessé de critiquer et de médire. On commence alors à comprendre que les actions des autres qui nous blessent viennent de leur propre ignorance, pas d'une attaque personnelle. On ne peut plus se sentir visé de la même manière. L'ego qui se sentait blessé, il a été dissous par la pratique. Pour résumer toute sa philosophie, Allen propose à la fin une sorte de tableau de bord. Une liste de causes et d'effets. Il met en parallèle les conditions mentales et les conséquences inévitables qu'elles produisent dans notre vie. C'est sa cheat sheet, en quelque sorte. Oui, c'est très direct. Du côté des mauvaises conditions, il liste par exemple La haine, qui produit la blessure et le désastre, la convoitise, qui mène à la peur et au malheur, l'orgueil qui engendre la déception, le manque de connaissance de soi. ou encore la colère qui cause une perte de pouvoir et d'influence. Et de l'autre côté du miroir, il y a les bonnes conditions et leurs effets, Bien sûr. Par exemple, l'amour, qui créent des conditions de vie douces, un sentiment de béatitude, la pureté qui amène la clarté d'esprit et la joie, le désintéressement, qui apporte le courage et le bonheur, et le calme, qui mène au repos et à la connaissance de la vérité, avec un grand V. c'est un système très binaire en fin de compte. Oui, mais le point crucial dans sa vision, c'est que les mauvaises conditions ne sont pas des forces actives. Ce sont des négations, un manque, une absence de bien. Il le dit très clairement, tout péché est ignorance. La haine n'est pas une puissance en soi, c'est simplement l'échec à apprendre et à pratiquer l'amour. Le malheur n'est pas une fatalité, c'est une disharmonie mentale. Et le salut, au fond, c'est juste la destruction de sa propre ignorance. On ne combat pas les ténèbres, on allume la lumière. En résumé, Out from the Heart, c'est bien plus qu'un simple livre de pensée positive. C'est une véritable feuille de route pour transformer sa vie en reprogrammant son esprit. C'est un système qui repose entièrement sur une responsabilité personnelle absolue, sur le pouvoir de l'habitude et sur une pratique quotidienne et disciplinée. Le message fondamental, c'est que la vie n'est pas quelque chose qui nous arrive de l'extérieur, c'est quelque chose qui émane de nous, de l'intérieur. Le travail est donc à 100% intérieur. En purifiant le cœur, on purifie la vie. Le chemin qu'il propose est exigeant, c'est certain, mais il promet non seulement un épanouissement spirituel, mais aussi, très concrètement, une vie plus efficace, plus stable et plus sereine. Et ça nous laisse avec une pensée pour la route. Allen met un accent énorme sur le contrôle, la discipline, l'éradication de ce qui juge négatif. Dans notre monde actuel, qui valorise souvent l'authenticité brute, l'expression de chaque émotion, le parler vrai à tout prix, quelle place peut-on encore faire à une discipline intérieure aussi rigoureuse et à la suppression délibérée de ce qu'il qualifierait de mauvaises pensées et paroles ? La question reste ouverte.